Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a un entretien exclusif avec un politologue français très connu, Monsieur Jean-François Bayard. Il est le directeur de recherche de classe exceptionnelle au CNRS, dont la spécialité est la sociologie historique comparée de l'État. Il est notamment l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'Afrique subsaharienne et sur l'historicité du politique. Il est depuis 2015 professeur à l'Institut universitaire des hautes études internationales du développement de Genève. Son livre « L'impasse nationale libérale, globalisation et repli identitaire » est récemment publié en mars 2017. Oui, tout récent. Et son livre est intitulé « L'islam républicain » est récemment traduit en turc et publié par Iletişim. Et Iletişim, oui, tout à fait. Bienvenue, M. Bayard. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Je suis très heureux d'être ici. Merci, c'est notre plaisir. Et comme on a dit, on va parler sur l'image de la Turquie en Occident. Mais si vous voulez, commençons par le changement de cette image. Cette image toujours en évolution, et notamment pendant le changement pendant le pouvoir de l'AKP. L'image de la Turquie en Occident se dégrade jour par jour. On sait bien, mais ce n'était pas toujours le cas. Au début des années 2000, on croyait toujours que l'avenir de la Turquie était en Occident, en général, à l'Europe. Qu'est-ce qui change selon vous? D'abord, je ne suis pas certain qu'il y ait une seule image de la Turquie dans les différents pays occidentaux. Il y a naturellement des différences d'un pays européen à l'autre. Il est clair, par exemple, que l'importance de la communauté turque ou de gens d'origine turque en Allemagne donne à la Turquie une place qui est très différente de celle qu'elle occupe dans un pays comme la France, où vous avez beaucoup de Français ou d'origine turque ou de Turcs vivant en France, mais naturellement ça n'a aucune commune mesure avec l'importance de la population d'origine turque ou de nationalité turque en Allemagne. Je crois qu'aux Pays-Bas également la place des Turcs est très différente de celle qu'elle occupe. Donc vous avez des différences d'un pays à l'autre, hein, il faut vraiment en être conscient. Également parce que les relations de la Turquie avec les différents pays européens, historiquement, ont été différentes. Un ambassadeur de France qui arrive en Turquie doit immédiatement rappeler l'alliance conclue entre l'Empire ottoman et François Ier au XVIe siècle. Bon, donc vous avez comme ça un paysage historique et humain qui est très différent. Mais ce sur quoi je voudrais insister également, c'est qu'il y a des différences à l'intérieur de chacun des pays entre les différentes professions ou les différents segments de la société. Par exemple, le milieu des affaires, en France en tout cas, celui que je connais le mieux, a une image très positive de la Turquie, du fait du dynamisme de son industrie, du fait de la très grande flexibilité de la société turque. Et au fond, un patron français est ravi de trouver en Turquie ce qu'il a plus de peine à trouver en France en termes de la flexibilité du travail, de rémunérations qui sont peut-être moins élevées. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Donc ce serait d'ailleurs assez injuste que de dire que les patrons français n'aiment en Turquie que la faiblesse des salaires. Hein. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que c'est véritablement la qualité du tissu industriel et de leurs partenaires industriels ou dans d'autres domaines de l'économie qui impressionne les milieux d'affaires. Et ces milieux d'affaires, je ne veux pas dire qu'ils sont politiquement insensibles, mais évidemment ils sont moins sensibles à la question des droits de l'homme, à l'environnement politique. Ils voient essentiellement le business. Bon. Après, vous avez une autre catégorie de Français. Ce sont les Français qui sont allés en Turquie
pour des raisons touristiques, tout bêtement, et qui généralement rapatrie vers la France une image très positive du pays. Et là aussi, c'est relativement indépendant des conditions politiques. Mais les Français arrivent en Turquie, généralement ils sont étonnés parce qu'ils avaient une image assez stéréotypée de ce pays, entre guillemets musulman, comme si musulman voulait dire quelque chose. Bon, parce qu'évidemment, entre l'Indonésie, le Maroc, l'Algérie et la Turquie ou la Syrie sont des choses très différentes. Mais bon, donc c'est un pays musulman et c'est un pays qui ne correspond pas aux stéréotypes que beaucoup de Français se font de l'islam. Donc il y a une première surprise. Il y a naturellement l'extraordinaire potentiel culturel et touristique du pays, les monuments, les paysages, etc. Donc ça, c'est évidemment très, très impressionnant. Et puis, je le dis sans flagornerie, mais parce que j'en ai moi-même fait l'expérience, il y a la qualité de l'accueil en Turquie. Et ça, évidemment, ça impressionne beaucoup les gens. Donc là, vous avez toute une partie... Moi, je ne connais pas de Français qui aient voyagé en Turquie et qui en rapportent une image négative. Bon, après, ils peuvent critiquer tel ou tel aspect des choses, mais... Et puis, vous avez des tas de Français qui n'ont de la Turquie que l'image qu'en transmettent des médias ou leur imaginaire culturel. Et là, naturellement, on a une population qui est beaucoup plus méfiante. Bon. D'autant plus qu'il y a cette espèce de superposition toujours Turquie-Islam. Et que l'islam... alors, c'est compliqué parce que la représentation de l'islam, elle est marquée par l'épisode colonial. Et pour beaucoup de Français, l'islam, ça a d'abord été l'islam en Algérie. Et la colonisation algérienne, la guerre de libération nationale. Et il y a un très gros traumatisme dans la société française, qui est un traumatisme refoulé. Il faut bien voir que, d'abord, vous avez naturellement le traumatisme des pieds noirs, qui sont partis ou qui ont été chassés d'Algérie au moment de l'indépendance. Mais il y a aussi une chose dont on parle beaucoup moins, c'est le traumatisme des jeunes soldats, des jeunes appelés, qui ont fait leur service militaire en Algérie, qui très souvent venaient de milieux populaires et souvent de milieux ruraux, qui ont été confrontés à une guerre épouvantable, qui ont vu des atrocités et qui ont commis des atrocités, alors qu'ils avaient 18 ans ou 19 ans. Et ces gens-là sont rentrés dans la société française sans avoir été accompagnés psychologiquement comme peut-être on le ferait aujourd'hui. Bon. Donc il y a un traumatisme qui est refoulé et beaucoup de gens pensent par exemple que le vote Front National est une espèce de résurgence de ce traumatisme. Donc l'islam, c'est beaucoup l'Algérie, c'est beaucoup Daesh ou le terrorisme. Et puis, il y a eu cet épisode très important du début des années 2000 en Turquie, où l'opinion a été très favorablement impressionnée en se disant que finalement, il pouvait y avoir une réconciliation ou une zone de compatibilité entre la démocratie et l'islam. On a beaucoup assimilé le parti... Là, j'ai une question. Oui. Oui. Comme vous avez parlé sur la dimension religieuse, on sait qu'à la suite des attentats de 11 septembre, les Européens et les Américains ont noué des relations privilégiées avec des islamistes dits modérés, comme vous l'avez rappelé. Est-ce que vous pensez que cette stratégie a échoué vu l'échec des islamistes modérés, dits modérés, à peu près partout dans le monde ? Le problème s'est posé avant le 11 septembre, et notamment en Turquie. Lorsque le Refah gagne, vous me corrigerez, mais je crois que c'était en 1996 ou 1995, lorsqu'il gagne les élections municipales, ou tout au moins un certain nombre de villes, 94, pardonnez-moi, comme Istanbul ou Ankara. Je me souviens d'une espèce d'ailleurs de vent de panique en France. Je me souviens par exemple de l'orchestre de Clermont-Ferrand qui avait annulé sa tournée en Turquie parce qu'ils étaient très effrayés. Mais vous avez aussi beaucoup de milieux d'affaires ou de milieux diplomatiques qui se sont dit qu'il fallait travailler avec ce nouveau parti qui était devenu un partenaire incontournable. Et d'autant plus qu'après les élections de 1994, les élections municipales, le Refah est arrivé au pouvoir. Ensuite, il y a eu le coup d'État post-moderne. Mais bon. Donc, au fond, ce que l'on a appelé l'islam modéré a été un partenaire bien avant le 11 septembre.
septembre, en particulier pour la diplomatie française. Et au fond, il n'y a pas eu de problème majeur entre, par exemple, le gouvernement co-dirigé par M. Erbakan et la France ou les pays occidentaux. Ensuite, il y a eu effectivement cette espèce alors, est-ce qu'il faut dire miracle, mirage ou moment avec la victoire de l'AKP dans le sillage du 11 septembre, il est clair que l'agenda sécuritaire a joué son rôle. Mais je crois qu'il y a eu quelque chose de peut-être plus important et plus profond, c'est que l'AKP a repris à son compte le programme d'adhésion à l'Union européenne, ce qui n'était pas le cas d'Erbakan. Erbakan s'est converti à l'Union douanière en 1995-1996, mais à l'origine, le REFA et plus encore le Parti du Salut National était hostile à la construction européenne. Et c'est peut-être plus encore la conversion ou l'adhésion de ce parti islamique à l'idée européenne qui a impressionné et convaincu les Européens. Parce qu'au fond, pour lutter contre ce que l'on appelle le terrorisme islamique, oui, on peut s'appuyer sur un parti islamique, mais c'est tellement plus commode de s'appuyer sur une dictature comme Ben Ali en Tunisie ou sur un régime militaire comme en Algérie. Donc au fond, l'Occident n'avait, entre guillemets, pas besoin d'un parti islamique qui très souvent était assimilé quand même à être plus ou moins à une menace. Bon. Donc c'est vraiment l'Europe qui a fait la différence, plus que le 11 septembre. Alors là, j'ai une autre question sur la relation entre la Turquie et l'Union européenne. Comme vous savez, l'intégration de la Turquie en Union européenne est devenue très peu possible très récemment à cause de la dérive autoritaire en cours en Turquie. Donc, est-ce que vous pensez que la relation entre la Turquie et l'Union européenne sera fortement basée, sera fortement limitée à des considérations très pratiques et pragmatiques? Alors, je voudrais d'abord dire que cette histoire a été un formidable gâchis. Et que la responsabilité première de la dégradation ou de l'évanescence, de l'évanouissement de la candidature de la Turquie à l'Union européenne, la première responsabilité revient aux Européens. Revient aux pays européens. Ça, pour moi, c'est extrêmement clair. J'essaye de le démontrer dans ce petit livre. Et les Européens, de manière générale, après, ils se sont repassés, comme on dit en français, la patate chaude. Donc, il y en a que quand, par exemple, l'Allemagne était contre, la France faisait mine d'être pour. Et quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, en étant tout à fait contre la candidature de l'Union européenne, ça a permis à Mme Merkel d'avoir une position un peu plus modérée. C'est la France qui faisait le sale boulot. Mais il y a eu une attitude, à mon avis, à la fois hypocrite et irresponsable de la part des pays européens, qui pendant très longtemps se sont posés de manière obsessionnelle la question du coût de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne et ne se sont jamais posé le coût de la non-adhésion. Je veux dire la non-adhésion dans de mauvaises conditions, parce qu'après tout, on pouvait très bien imaginer que les négociations honnêtement conduites auraient débouché sur un refus des Turcs eux-mêmes, comme par exemple l'ont fait les Norvégiens ou les Suisses, qui ont été sollicités par référendum et ont finalement voté contre. Mais ça, on aurait eu un cas de figure complètement différent. Alors que là, on a tout fait pour snobber la Turquie et on a, d'une certaine manière, soit acculé la Turquie à une stratégie de cavalier seul, de freerider, soit permis à M. Erdogan de dire, bah, vous voyez, l'Europe, c'est pas ça qui marche, et on va avoir une autre stratégie. Et je crois qu'en particulier, la responsabilité de M. Sarkozy est absolument écrasante dans l'énorme gâchis que représente la situation actuelle. Alors,
Aujourd'hui, bien entendu, il faut sans doute plutôt imputer la responsabilité du marasme actuel au gouvernement turc, parce que effectivement, M. Erdogan, à partir du moment où il a compris que d'une part l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne était repoussée, si j'ose dire, au calendrier grec, du fait de l'opposition notamment de M. Sarkozy, et d'autre part où il a compris que l'Europe n'avait plus aucun moyen de pression sur la Turquie en termes de conditionnalité démocratique, de respect des droits de l'homme, etc., évidemment, a eu la bride sur le cou. Et il a pu faire ce qu'il voulait, peut-être ce qu'il ne voulait pas, mais disons qu'il y a eu une espèce de résurgence de la situation de l'autoritarisme en Turquie. Et cette résurgence de l'autoritarisme, malheureusement, a complètement mis la Turquie de côté, enfin ne rend plus possible dans l'immédiat l'adhésion de la Turquie et même vraisemblablement la poursuite des négociations. Parce que la Turquie, évidemment, ne correspond absolument plus aux critères démocratiques en termes du respect des droits de l'homme, etc. C'est très triste à dire, mais je crois que les faits sont là. Et par exemple, j'ai appris il y a 2 jours la mise en garde à vue d'Osman Kavala, mon éditeur, en turc, mettre en prison un homme de dialogue et au même moment demander, comme je l'ai entendu de la part d'un responsable turc il y a 2 jours, un dialogue avec l'Union européenne, c'est pas possible. Pour dialoguer il faut avoir des interlocuteurs, et si on met les interlocuteurs de dialogue en prison, il n'y a plus de dialogue possible. C'est terrible à dire. Et là, il y a une dégradation épouvantable. Et ce qui est tragique d'une certaine manière, c'est qu'il est beaucoup plus facile de détruire que de construire. La Turquie, patiemment, est parvenue à modifier l'image qu'elle avait dans la plupart des pays occidentaux, précisément parce qu'elle a mis en œuvre un certain nombre de réformes économiques. Bon, mais ça, il n'y a pas besoin forcément de démocratie pour réformer économiquement un pays. Pinochet, à sa manière, l'avait fait au Chili. Bon, ce qui était beaucoup plus impressionnant, c'était les réformes en termes de droits de l'homme. Et ce qui se passe actuellement ne doit pas nous faire oublier ce que, dans un premier temps, le gouvernement de l'AKP avait réalisé, et qui avait amené d'ailleurs beaucoup de libéraux à le regarder d'un œil favorable, parce qu'on s'imaginait, on pensait que le gouvernement de l'AKP jouait la carte européenne, jouait la carte des droits de l'homme, allait affronter politiquement et non pas simplement militairement la question kurde, et parce que ce gouvernement avait introduit toute une série de réformes qui, démocratiquement, allaient dans le bon sens. Bon. Donc il y a eu tout un travail d'amélioration de l'image de la Turquie qui, progressivement, a gommé, a occulté le cliché que des gens de ma génération avaient. La Turquie égale Midnight Express. C'est assez mauvais film, mais qui était devenu synonyme de la Turquie. Et beaucoup de jeunes Européens arrivaient en Turquie en tremblant, en disant la Turquie c'est Midnight Express. Et bon, et évidemment, ils étaient très agréablement surpris. Et après tout, il n'y a pas que les prisons en Turquie. Et ce qui est terrible, c'est qu'il va y avoir une espèce de résurgence du cliché, du stéréotype, du Turc autoritaire, cruel, etc., etc. Donc, en quelques années, et singulièrement depuis 1 an, la Turquie, enfin le gouvernement turc plus exactement, a détruit ce capital, ce crédit qu'il avait contribué avec la société à constituer depuis le début des années 2000. Et ça, c'est terrible. Pour quelqu'un qui a une très forte empathie avec la société turque, comme moi-même, j'ai des amis turcs, mais je croyais aussi profondément à ce projet d'adhésion, parce qu'il me paraissait être... je n'ai pas à le dire, je ne suis pas citoyen turc, mais une bonne chose pour la Turquie, mais surtout également, puisque je suis citoyen ouest-européen, une très bonne chose pour la construction européenne. J'ai toujours cru positivement, pas comme une espèce de charité qu'on faisait à la société turque, mais j'ai toujours pensé qu'il était de l'intérêt de l'Europe d'inclure
la Turquie, avec un certain nombre de difficultés, peut-être un processus de transition lent, etc. Mais ça, on l'a fait avec les pays d'Europe centrale et d'Europe orientale. Et j'ai toujours pensé qu'il valait mieux, par exemple, ne pas laisser en déshérence les pays d'Europe centrale et orientale, laisser comme ça sur la table pour un retour de la Russie. Je crois que de la même manière, c'est une très très grosse erreur historique que d'être dans cette situation. Mais malheureusement, le mal, il est fait. Donc il va falloir recommencer d'une manière ou d'une autre à reprendre un travail. La candidature de la Turquie à l'Union européenne et l'image, l'amélioration de l'image de la Turquie en Europe de l'Ouest, c'est un peu les travaux de Sisyphe. Bon, il faut vraiment... mais il faut continuer. Moi, je suis un optimiste désespéré et je pense qu'il faut continuer. Et ces années n'ont pas été des années perdues parce que il y a un aspect que nous n'avons pas abordé, mais qui est important, en tout cas dans un pays comme la France, c'est la dimension culturelle. Les Français ont une meilleure connaissance aujourd'hui de la création artistique en Turquie. Et de la dimension culturelle, d'abord parce que beaucoup se sont allés en Turquie et qu'ils ont rencontré en Turquie un pays qui ne correspond pas du tout à l'image que peuvent donner les migrants turcs en Europe de l'Ouest. Vous savez que c'est assez classique, les migrants viennent souvent de régions rurales, ils arrivent dans une société industrielle et ils vont s'enfermer dans une image un peu hors sol et hors temps de leur pays. C'est très classique. Bon, les Iraniens font pareil en Californie. Et les Européens, au fond, découvrent en Turquie un pays qui est beaucoup plus moderne et beaucoup plus créatif culturellement que l'image que peuvent donner les émigrés turcs en Europe de l'Ouest. Donc il y a cette relation très directe qui s'est nouée. Et puis vous avez eu sur le marché européen, en tout cas sur le marché français, l'arrivée d'une part de nombreuses traductions d'auteurs turcs. Bon, évidemment, Orhan Pamuk, qui a été servi par son prix Nobel, mais dans le sillage d'Orhan Pamuk, il y a eu une pléthore de traductions d'auteurs qui étaient beaucoup moins connus, parce qu'au fond, en France, la littérature turque, c'était Nazım Hikmet, et ensuite il y a Şark Kemal. Puis il n'y avait pas grand-chose d'autre de traduit. Puis ensuite, vous aviez également des auteurs turcs, comme par exemple Gürsel, qui vivaient en France et qui étaient effectivement connus, mais Gürsel, c'est un auteur turc, mais c'est aussi un auteur français. Bon, donc c'était plus. Et donc, vous avez eu l'arrivée de nouvelles traductions, de traductions de nouveaux auteurs pour le public français, et puis le cinéma. Vous le savez, vous avez vécu en France, les Français sont très cinéphiles, ils sont fans de films. C'est sans doute le pays au monde où on peut voir le plus de films en version originale. Et ça, c'est très important parce que vous avez de très grands réalisateurs turcs qui ont été montrés en France et ils ont été montrés en langue turque. Le public français a entendu la beauté de la langue turque, qui n'est pas simplement le turc qu'ils peuvent entendre quand ils vont s'acheter un doner kebab dans le 10e arrondissement, mais qui est un turc et qui est un turc de création culturelle, de création cinématographique et qui est évidemment une très très belle langue quand elle est portée par un cinéma de très grande qualité. Donc, ça, de ce point de vue, il y a eu une transformation de l'image qui est un peu en dissonance heureuse avec la dégradation de l'image politique de la Turquie. Donc, si vous voulez, parlons un peu d'un autre aspect de ce changement. Ici, on parle aussi de ce changement. Il y a un changement vers la réislamisation, à la fois dans la vie sociale et dans les institutions étatiques. On a beaucoup d'exemples d'interventions étatiques dans la vie sociale et privée. Par exemple, la nouvelle loi qui a été promulguée hier autorise les muftis à célébrer des unions, des mariages au même titre que mariage. Donc, alors, est-ce qu'il y a une inquiétude en Occident, en Europe, par rapport à ces nouveaux développement et quant à l'érosion des principes laïques en Turquie, si vous voulez.
Alors, il y a une inquiétude qui est une inquiétude, je dirais, un peu générique. Une bonne part des opinions publiques européennes sont devenues complètement paranoïaques à propos de l'islam. Je nuance aussitôt mon propos, parce que dans le même temps, il faut constater qu'il y a eu une très grande réserve, les Romains auraient dit securitas, enfin une certaine forme de sérénité dans l'adversité tragique du terrorisme. Et il n'y a pas eu d'amalgame. Après tout, bon, évidemment, il y a eu quelques incidents isolés, mais dans un pays comme la France, un pays de 60 millions d'habitants, vous avez un nombre incompressible de crétins qui vont considérer que les frères Kouachi, par exemple, les terroristes, étaient représentatifs de l'islam. Donc il y a inévitablement des petits incidents de ce genre. Mais ce qu'il faut voir, c'est que fondamentalement, les opinions européennes ont bien compris que le terrorisme, ça n'était pas l'islam. Et ça, il faut le souligner. Néanmoins, les Européens qui connaissent mal l'islam, notamment parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas voyagé directement dans des sociétés dites musulmanes, et en tout cas pas suffisamment pour, comme je le dis, pour réveiller mes étudiants, alors que l'islam, entre guillemets, n'existe pas. C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré l'islam. J'ai rencontré beaucoup de musulmans. Et les musulmans, ils ne sont pas d'accord entre eux sur ce qu'est l'islam. Donc, c'est ce qui m'amène à dire que l'islam n'existe pas, les musulmans, oui, ils existent. Et je pense que les Européens, en tout cas les Français, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas rencontré énormément de musulmans dans la diversité des sociétés dites musulmanes. Donc ils ont forcément une image un peu stéréotypée. Et je crois qu'il y a aussi un aspect des choses qui est important, c'est que dans leur ignorance, beaucoup de Français ou d'Occidentaux considèrent que par définition, l'islam est hostile aux femmes. Enfin bon, est une religion machiste, antiféministe, et ne font pas vraiment la différence entre ce qui relève de la religion dans cette diversité et ce qui relève du conservatisme. Et on sait bien qu'il y a une alliance assez classique entre le conservatisme et la religion. Mais ce que l'on peut dire de l'islam, on peut le dire du christianisme. Après tout, il n'y a pas si longtemps, l'actuel Premier ministre espagnol, très catholique, a voulu remettre en cause la législation sur l'avortement. Et si vous regardez la Bavière, l'Autriche, certaines provinces françaises très catholiques, vous avez un solide conservatisme social qui est d'inspiration religieuse, mais d'inspiration religieuse chrétienne, pas musulmane. Ouais. Donc il y a une très grande confusion et une très grande sensibilité, parce qu'il faut reconnaître que même si il n'y a pas encore, tant s'en faut, d'égalité entre les sexes en France, il y a eu quand même une progression de la condition féminine en France, et que les Françaises ont sans doute conquis plus de droits ces dernières années. Et de manière sans doute erronée, les Français, et pas simplement les Françaises, les Français, j'ose imaginer dans leur ensemble, ont peur que l'islam ne remette en cause ces libertés. Hein. Alors, il y a beaucoup d'ethnocentrisme dans ce raisonnement, mais vous voyez, je n'aime pas tellement le terme d'islamophobie, parce qu'il supposerait que, par définition, les Français sont hostiles à l'islam en tant que tel. Je crois que c'est un peu plus compliqué que cela. Et à cette défiance à l'encontre de l'islam, que je trouve, parce que je connais relativement bien un certain nombre de sociétés puériles et ethnocentriques, il y a parfois, entre guillemets, de bonnes raisons. C'est pas forcément par malignité, par racisme, par hostilité que les Français peuvent avoir des réticences à l'encontre de l'islam, et peuvent par exemple s'inquiéter d'une espèce de progression ou de remise en cause de progression de la religion de l'islam, ou d'une remise en cause de la laïcité en Turquie. Peut-être deux mots encore, c'est que, encore une fois, admettons, moi je ne suis pas turc, j'ai de la peine à émettre un jugement sur ce plan, mais admettons qu'il y ait un retour du religieux, qu'il y ait une espèce de réislamisation de la société turque. Il faut bien voir que ce n'est pas un phénomène isolé.
et que ce qui se passe avec l'islam dans la société turque, vous le retrouvez d'une certaine manière, évidemment dans un contexte politique extrêmement différent, dans les sociétés occidentales, où les valeurs religieuses reviennent, font résurgence, et même ce que l'on appelle la laïcité en France, ou plus exactement ce que j'appelle moi le laïcisme en France, c'est l'invention d'une nouvelle religion nationale. C'est-à-dire que l'idée laïque de la loi de 1905, c'est une idée de séparation des cultes et de l'État. Mais c'est une loi qui est très libérale et qui, d'une certaine manière, serait parfaitement, si elle était appliquée convenablement, respectueuse de la liberté de culte ou de la liberté d'être des musulmans en France. Le problème, c'est qu'on est en train de transformer cette idée laïque, et le substantif laïcité n'existe pas dans la loi, il n'y a que l'adjectif. Bon. On est en train de transformer l'idée laïque en laïcité. Et plus exactement laïcisme, où on va imposer des normes comportementales. Dans le jargon de la sociologie, on va imposer non pas simplement l'orthodoxie, je crois en la laïcité, hein, le credo laïque, je crois en la laïcité, mais également des normes comportementales, hein, une orthopraxie. Hein, du porc tu mangeras, de l'alcool tu boiras, et le voile tu ne porteras pas, pour paraphraser la Bible. Bon. Et là, naturellement, c'est une forme de religiosité politique. Et ça n'a plus rien à voir avec la séparation des cultes et de l'État, ça n'a plus rien à voir avec la neutralité de l'État par rapport aux religieux, qui était la définition par Ernest Renan de l'idée laïque, de la laïcité. Et naturellement, on voit bien que l'État en France est plus favorable à certaines religions qu'à d'autres. En l'occurrence, le catholicisme, le christianisme, on va dire, mais n'oubliez pas que la Troisième République a coopté les protestants, mais relativement tardivement. Le judaïsme, et un homme comme un Premier ministre comme Manuel Valls ou Nicolas Sarkozy ont multiplié les signes d'amitié, de connivence avec le judaïsme. Pourquoi pas, sauf qu'on n'était plus franchement dans la neutralité, et sauf que le même traitement n'était pas réservé à l'islam. Et là, on n'était plus du tout dans la neutralité. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et je crois que l'éventuel retour du religieux ou l'éventuelle réislamisation de la société turque n'est pas dissociable de ce qui se passe dans d'autres sociétés, y compris aux États-Unis, bien entendu. Mais la vraie question, elle est politique. C'est que en France ou dans la plupart des pays occidentaux, vous avez peut-être un retour, si tant est que la religion n'est jamais quittée, mais enfin, vous avez un retour du religieux, mais qui s'effectue dans un cadre démocratique. Dans un pays comme la Turquie, depuis 2 ou 3 ans, vous avez une instrumentalisation de la religion par un parti dont je crains qu'il ne soit plus entièrement démocratique, et dans un contexte qui n'est plus entièrement démocratique, parce qu'on voit bien que les élections, bon, je ne sais pas si elles ont donné lieu à fraude ou non, moi je ne suis pas observateur électoral, mais en revanche, ce que l'on voit bien, c'est que les campagnes électorales, depuis quelques années, ne se déroulent plus en Turquie dans un paysage de pluralisme de la presse qui correspond aux normes européennes de la démocratie. Est-ce que ces élections sont encore véritablement démocratiques de ce point de vue? On peut émettre des doutes. Donc, le rapport du religieux à la société, le rapport du religieux aux politiques dans la Turquie de ces dernières années s'effectue dans un contexte politique très différent. Et pour moi, il s'agit moins... j'ai toujours une certaine irritation par rapport aux Européens de l'Ouest qui défendent l'idée laïque en Turquie, parce que je tiens quand même à leur rappeler que l'armée, quand elle a défendu la laïcité, l'a fait quand même au prix de toute une série de coups d'État, dont celui de 1980, qui a été quand même d'une violence extraordinaire. Et d'une certaine manière, l'AKP a été aussi une espèce de revanche
contre ce coup d'État de 1980 et beaucoup d'années de persécutions religieuses auparavant. Et de la même manière, les Français ont applaudi l'armée algérienne qui défendait la laïcité. Et puis par ailleurs, en Turquie, il faut quand même rappeler que c'est l'armée, après le coup d'État de 1980, qui a introduit l'enseignement religieux dans l'enseignement secondaire. Donc le rapport de l'armée à la laïcité en Turquie est un peu plus compliqué. Bon. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ce qui est en train de se passer en Turquie, c'est moins le triomphe de l'islam que la résurgence d'une situation autoritaire, qu'une espèce de restauration autoritaire. Et au fond, M. Erdogan semble être habité par un retour des démons autoritaires qui n'est pas synonyme de l'islam, de même qu'il n'est pas forcément synonyme de la République. Mais on a vu des républicains laïcistes mettre en œuvre un État autoritaire dans les années 1980, vous connaissez mieux ces épisodes, et par définition, le régime kémaliste était un régime de parti unique, très autoritaire. Donc pour moi, le problème aujourd'hui en Turquie, ça n'est pas l'islam, c'est cette espèce de résilience, de perpétuation d'une situation autoritaire, dont les origines remontent peut-être au comité Union et Progrès, après le dévoiement dans le contexte dramatique des guerres balkaniques et du fait du dévoiement de la révolution constitutionnelle de 1908. Une perpétuation, une résilience de la situation autoritaire qui n'est pas sans rappeler ce que les Brésiliens nomment au systema, c'est-à-dire une espèce de système structurel qui fait bon ménage avec des épisodes de régime militaire ou avec des épisodes de démocratisation. Et certains politistes ont eu une métaphore cardiaque, vous savez, le muscle cardiaque qui passe par des effets de systole-diastole. Et bien je crois que la Turquie est un peu dans ce rythme cardiaque. Vous avez des moments de décompression et puis des moments de rétraction du muscle cardiaque politique. Et aujourd'hui, bien entendu, on voit que nous sommes dans une phase de rétraction, mais qui a plus trait à cette récurrence de la situation autoritaire qu'à l'islam en tant que tel. L'islam peut être fonctionnel du point de vue de l'autoritarisme, mais il peut être également un véhicule d'affirmation des libertés, de développement de l'espace public, etc. Et l'islam, comme on dit dans le jargon toujours des sciences sociales, il est polysémique. Vous pouvez faire dire à l'islam tout et le contraire de tout, politiquement, exactement comme on peut faire dire tout et le contraire de tout au christianisme, politiquement parlant. Puis, une dernière question, puisqu'il nous reste très peu de temps. Vous savez qu'il y a un rapprochement de la Turquie entre certains pays qui n'appartiennent pas au camp occidental, comme la Russie et l'Iran, surtout sur le plan sécuritaire. Donc, est-ce que vous pensez que cela suscite une sorte d'inquiétude au sein des pays européens? Est-ce qu'ils considèrent que cela nuirait la relation qui existe depuis des années 1950? Les chancelleries occidentales sont inquiètes, mais elles s'inquiètent trop tard. Ça fait 10 ans, encore une fois, que je pose la question dans mes interventions publiques, quel sera le coût de la non-adhésion de la Turquie? Et pour moi, il était évident que le coût, ce serait une stratégie de freerider, de cavalier seul, d'autonomisation stratégique de la Turquie, qui est très dangereuse pour la sécurité de l'Union européenne, qui est très dangereuse pour la sécurité méditerranéenne et qui, à mon avis, est très dangereuse pour la sécurité de la Turquie elle-même, si tant est que je puisse le dire, puisqu'encore une fois, je ne suis pas citoyen turc. Alors, dans l'évolution actuelle, il y a une part de bluff. Mais le problème, c'est que le bluff en diplomatie, il peut avoir des effets performatifs tout à fait fâcheux, et on peut créer l'irréparable. Bon, c'est toujours un peu retenez-moi, et puis il y a tout d'un coup un coup de poing qui part, et on voit bien que dans une situation extrêmement compliquée, dont la responsabilité ne revient d'ailleurs pas à la Turquie, ce qui se passe en Syrie, etc., la situation est extrêmement volatile et extrêmement
extrêmement dangereuse. Il y a des choses qui sont clairement inacceptables pour les chancelleries occidentales. L'acquisition, par exemple, d'un service, d'un système anti-missile à un pays qui n'est pas membre de l'OTAN, ça n'est pas acceptable pour des raisons évidentes de sécurité de l'OTAN elle-même. À un moment donné, M. Erdogan entendait acheter un dispositif anti-missile aux Chinois, autant donner les clés de l'OTAN aux Chinois directement, pas à peine d'acheter un système. Et il en est exactement de même avec la Russie. Donc là, il y a un véritable problème. Après, oui, nous avons le risque de la constitution d'une espèce d'axe de pays mus par un nationalisme très, comment dire, très endogène, très obsessionnel, hein, que représentent bien des gens comme Poutine. Qui est quand même une des tentations de l'Iran. La révolution dite islamique de 1979 a d'abord été une révolution d'indépendance nationale. Alors quelqu'un comme M. Ahmadinejad était beaucoup plus nationaliste qu'islamique. Quelqu'un comme Rouhani, tout le monde trouve qu'il est modéré, etc. Il faut quand même bien voir que M. Rouhani a fait toute sa carrière dans l'appareil de sécurité. Rouhani, c'est un sécuritaire. Et d'ailleurs, parfois, les sécuritaires sont des gens très raisonnables, parce qu'ils ont une très bonne mesure des rapports de force. Hein. Mais enfin, prendre Rouhani pour un grand démocrate, c'est sans doute se payer de mots. Donc on voit bien comment l'Iran a une stratégie nationale qui d'ailleurs n'est pas la plus catastrophique dans la région. L'Iran a fait preuve d'une très grande retenue dans sa politique étrangère et les Occidentaux ne le comprennent pas, mais je pense que l'Iran a toujours une politique étrangère responsable. Bon. Et puis, vous avez Israël. Israël a une politique étrangère irresponsable. Et la grande irresponsabilité des Occidentaux dans la région, c'est que leur politique étrangère commence là où s'arrête la politique étrangère d'Israël. Donc les pays occidentaux ont laissé la bride sur le cou à Israël, ont accordé à Israël une impunité stratégique qui est extrêmement dangereuse pour la sécurité. Donc on voit très bien qu'une Turquie qui se distancierait de ses alliances multilatérales avec l'OTAN et avec l'Union européenne, pourrait s'aligner dans cette espèce d'axe, et je ne vois pas très bien en quoi la sécurité régionale s'en trouverait améliorée, y compris celle de la Turquie. Moi, je ne suis pas un atlantiste fou, hein, et j'ai été très critique de la politique néoconservatrice. D'ailleurs, vous le verrez dans cet ouvrage. J'ai été très critique de la politique néoconservatrice, en particulier de Sarkozy en France, mais naturellement des différentes administrations américaines, à l'exception de celle d'Obama. Je pense que l'Europe et l'Occident ont cumulé les erreurs à propos d'Israël, à propos des pays arabes, de la Turquie, de l'Iran, etc. Donc je ne suis pas du tout sur une ligne atlantiste, mais force est de reconnaître que ce système d'alliance multilatérale dans lequel est insérée la Turquie lui a donné quand même jusqu'à présent une certaine tranquillité, bien qu'il y ait eu un coup politique. Et ce que je vais dire est terrible et je ne voudrais pas vous chagriner et chagriner vos auditeurs. La conclusion très sombre à laquelle j'arrive, c'est qu'au fond, vous avez beaucoup de gens en Occident qui se complaisent et qui sont assez rassurés par une Turquie qui porte atteinte aux droits de l'homme. Parce que c'est une Turquie à qui on laisse faire le sale boulot. Hier, la répression contre les communistes, c'est-à-dire tout ce qui était à peu près à gauche, la défense de la laïcité, et aujourd'hui, l'endiguement des migrants. Bon. Et l'avantage d'une Turquie autoritaire, c'est qu'elle fait le sale boulot et qu'en plus on peut lui dire « ah ben non, vous n'êtes pas très fréquentable, vous voyez, en matière de droits de l'homme ». Et c'était exactement la position de l'Occident pendant toute la guerre froide.
où elle a appuyé les régimes autoritaires, elle a appuyé les dispositifs autoritaires, et quand la Turquie demandait son adhésion à l'Union européenne, cherchait à se rapprocher de l'Union européenne, on lui disait quand même, regardez vos droits de l'homme. Bon. Et là, il y a une très grande hypocrisie qui, naturellement, est une hypocrisie dont je comprends qu'elle soit très blessante pour l'opinion turque, mais je pense qu'il faut dépasser le stade de la colère et voir que entre la Turquie et l'Union européenne, il n'y a pas une espèce de frontière naturelle. Je crois qu'il y a une frontière qui divise et la société turque et les sociétés ouest-européennes. Et cette division, c'est celle qui sépare deux conceptions de la citoyenneté. Vous avez une conception universaliste de la citoyenneté, sur la base des droits des citoyens, du droit du sol, etc. Et vous avez une définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté. Et cette division, elle sépare chacune de nos sociétés. Et ce qui est très intéressant, je trouve, en Turquie, bien que ça prenne une tournure fort désagréable, c'est que quelqu'un comme M. Erdogan, il a beaucoup hésité. Et il y a des moments où il a plaidé en faveur d'une république de Turquie. Je vous épargnerai ma mauvaise prononciation en turc. Et il s'est déclaré en faveur d'une république de Turquie, d'une citoyenneté de Turquie, où il a exclu toute définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté, aussi bien pour critiquer le nationalisme kurde que toute autre forme de nationalisme qui serait d'inspiration turque au sens ethnique du terme. Et puis à d'autres moments, il a mis en œuvre une conception très ethno-confessionnel de la citoyenneté. Le bon turc, c'est le turc sunnite et plus trop laïciste. Donc c'est plus vraiment le turc blanc, comme disaient certains auteurs turcs, c'est plus vraiment le turc blanc, mais c'est quand même le turc sunnite. Bon. Et ce qui est intéressant, si je puis dire, c'est de voir comment M. Erdogan est passé en une dizaine d'années, a zigzagué en une dizaine d'années de cette conception universaliste à une conception ethno-confessionnelle de la citoyenneté. Mais vous avez le même débat en France. Le même débat, les gens qui par exemple se réclament de l'Europe chrétienne, c'est une définition ethno-confessionnelle de la citoyenneté. Et moi je ne suis pas d'accord. Et beaucoup de Français ne sont pas d'accord avec ça. Et vous avez des gens qui plaident en faveur du droit du sol, mais vous savez que cette bataille politique en Europe, la Turquie, les relations de la Turquie avec l'Union européenne est concernée par cette bataille. Mais ce sont les Français eux-mêmes qui sont très directement concernés. Et toutes les lois sur l'immigration portent atteinte aux droits fondamentaux non seulement des migrants, mais également des Français eux-mêmes. Aujourd'hui, par exemple, un Français ne peut plus se marier dans des conditions d'égalité avec une étrangère, et c'est parfaitement inadmissible en termes de liberté publique. Donc vous voyez, ça va beaucoup plus loin que la division, les prétendues frontières naturelles de l'Europe dont se gargarisait Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas de frontière naturelle. Le Bosphore n'est pas une frontière naturelle. Quand il y a eu le tremblement de terre de 1999, il ne s'est pas arrêté au milieu du Bosphore en disant « Ouf, c'est l'Europe !» Et donc voilà. Merci Monsieur Bayer. Merci à vous de votre accueil. On vous souhaite une bonne rentrée puisque merci vous beaucoup aujourd'hui. Absolument. Donc aujourd'hui, nous avons parlé avec Monsieur Bayer sur l'image de la Turquie en Occident. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Au revoir.